Bonjour et bienvenue chez Allaitement pour tous. Vous êtes avec Astart Rising et nous allons discuter l'allaitement maternel avec les plus grandes expertes de France. Cette production et toute production d'Allaitement pour tous sont conformes au Code international de commercialisation des substituts de lait maternel. Allaitement pour tous a pour politique d'accepter ni fonds, ni publicité, ni soutien quelconque, quel qu'il soit, issu de l'industrie de l'alimentation infantile et ses accessoires, conformes au Code international. Aujourd'hui, nous sommes en communication Skype avec Julie, 56. Julie est maman de 2 enfants, une grande fille de 4 ans et un petit garçon de 18 mois. Julie est en Bretagne et anime ses réunions au sein de la Leche League France. Julie a une activité professionnelle en plus de sa carrière de maman. Elle est assistante maternelle, ce qui demande une grande écoute des rythmes de chacun, une patience à temps plein et le lien humain pour créer une équipe avec bébé. Julie, bonjour et bienvenue. Je te remercie d'accepter de discuter avec moi aujourd'hui. Peux-tu nous raconter brièvement comment tu es arrivée dans l'allaitement de votre enfant? Bonjour Charlotte, donc moi c'est Julie, donc je suis la maman de Maëlan qui a 4 ans actuellement. Donc mes parcours d'allaitement remontent à sa naissance en 2009. Lors de ma grossesse justement, j'ai eu l'occasion de rencontrer une animatrice laitière pour discuter de l'allaitement. Je n'avais aucune question particulière à ce moment-là. C'est vrai que je trouvais que c'était quelque chose d'assez inné comme l'accouchement et j'attendais vraiment un déclic. Je n'avais pas de projet particulier, c'était vraiment le déclic qu'il me manquait. Et puis voilà, dans mon entourage, une personne m'a mis en relation avec cette animatrice qui m'a gentiment ouvert ses portes pour en discuter, tout simplement je pense observer ces moments d'allaitement qu'elle avait avec sa fille à ce moment-là, ces moments de tendresse et de bonheur familial que tout le monde partageait. Voilà, j'ai eu réponse à mes questions, elles n'étaient pas très nombreuses, mais voilà, d'être dans une ambiance aussi chaleureuse, naturelle, vraiment innée, je crois que ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis repartie avec un grand sourire, avec beaucoup plus d'assurance, malgré les échecs que j'avais dans tout mon entourage. Je trouvais ça beaucoup plus facile finalement maintenant. Et donc j'attendais avec grande hâte la naissance pour envisager la suite. Et puis voilà, quelques mois plus tard, la naissance a eu lieu. Ok, donc ça veut dire que tu as eu contact individuel avec une animatrice? Oui, voilà, c'est ça. Donc j'ai eu la chance que ma belle-maman ait pour amie une animatrice laitière, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer sa famille et de pouvoir partager un moment particulier et justement interne à cet allaitement, ce qui a été un grand bonheur pour nous. Ok, et donc tu l'as vu allaiter son enfant? Voilà, donc ta petite fille à cet âge-là avait 18 mois, mais bon, elle avait plusieurs enfants, donc elle a pu me raconter divers parcours d'allaitement et c'était très enrichissant. Est-ce que tu te souviens, lors de cette première rencontre avec une animatrice qui allaitait un enfant de 18 mois, est-ce que tu te souviens ta réaction à l'époque? Est-ce que tu avais été choquée qu'un enfant pourrait être allaité aussi grand que 18 mois? Non, pas choquée. Je n'en avais pas du tout connaissance qu'on pouvait allaiter aussi longtemps. Ça ne m'a pas choquée du tout. Je me suis juste permis de demander l'âge de l'enfant finalement. Et puis voilà, c'était quelque chose de tellement de tendresse qui s'en dégageait dans les yeux des deux parties, de la maman et de l'enfant, que je me suis dit voilà, c'était un enfant qui avait besoin d'un laitage. La maman était le laitage par excellence puisqu'il est adapté au petit humain. Et puis c'était quelque chose de très naturel. Ça m'a pas du tout perturbée ni même questionnée à ce moment-là. J'étais juste contente d'apprendre qu'on pouvait aller si loin et ça m'a même pas mis la barre haute. Je me suis même pas projetée, j'ai pas eu du tout l'envie d'un allaitement long. Je me suis dit on verra, on fera de notre mieux. J'avais comme tout le monde, j'imagine, la barre des 6 mois que l'OMS fixe facilement. Ouais. Et puis je m'étais dit 6 mois ça sera une belle réussite et on verra par la suite. Nous avons finalement fini sur 35 mois d'allaitement avec un co-allaitement pendant la grossesse de son petit frère. Oh génial, superbe, ok. Est-ce que tu as un souvenir particulier du moment ou l'événement ou une chose en particulier qui t'a inspiré de vouloir allaiter au départ? T'as un souvenir de ça? Peut-être j'avais vu un allaitement, celui de mes cousines avec des bébés, mais toujours très petits, 1 mois ou 2. Voilà, l'allaitement était difficile, ça ne durait pas, mais je trouvais ça magnifique. Et oui. C'est le seul souvenir qui m'est resté, voilà, dans le début de ma grossesse. Et puis je savais que c'était le meilleur. J'avais la famille dans le corps médical, donc je savais, voilà, que le lait maternel c'était quelque chose de bon, que c'était le meilleur pour l'enfant. Et je savais aussi avec tous les rumeurs, enfin tous les avis que j'avais autour de moi, que c'était apparemment quelque chose de difficile, douloureux, demandeur de temps. Ouais. Enfin, voilà, tous les a priori que l'on peut entendre au quotidien. Donc je m'étais pas du tout projetée, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et en même temps, je m'étais dit, voilà, wait and see, on verra. Ok. Donc tu t'es pas fixée forcément sur une réussite absolue?
Pas du tout. Mais par contre, je n'avais pas acheté de biberon, je n'avais rien acheté. Mais j'étais pas du tout fixée dans la réussite absolue. Je n'avais pas de soutien-gorge d'allaitement. Je n'avais rien préparé des deux parties. Je m'attendais un petit peu comme l'accouchement que mon instinct bestial finalement de mammifère se réveille et que quelque chose se passe en déclic, comme si finalement au fond de moi je savais que ça allait marcher, mais pourtant avec l'échec de ma maman qu'elle avait su nous répéter plusieurs années de suite, voilà, quand on lui demandait le manque de lait qu'elle avait eu parce que le personnel ne l'avait pas soutenu, etc. Voilà, j'avais aucune expérience, ce qui d'ailleurs exaspérait un petit peu mon entourage quand on me demandait alors tu vas le nourrir, je ne répondais on verra bien. Donc ça exaspérait tout le monde, que finalement on me trouvait un petit peu désorganisée, je n'avais rien préparé, l'enfant arrivait bientôt et je n'avais rien. Mais voilà, pour moi c'était vraiment aucun doute, aucune question. Pourtant je suis quelqu'un de très stressé, mais sur ce point-là pas du tout, du tout. Ah ouais. Et est-ce que tu sais combien de temps ta maman t'a allaité? Elle a juste essayé, et puis voilà, comme elle a eu un choc de découvrir un handicap à la naissance, elle n'a pas persisté à ce moment-là. Ok, d'accord. Donc, tu as des frères et des sœurs? J'ai une grande sœur. Et elle était allaitée combien de temps? Elle a juste essayé également, mais voilà, c'était la mode, je pense, du biberon, du développement de la femme et de son indépendance, et c'était pas quelque chose de répandu, comme dit ma maman. Il y avait une méconnaissance des rythmes, une méconnaissance de plein de choses. On lui a dit qu'elle avait pas assez de lait, elle a pas cherché ailleurs. Elle ne savait pas que le lait maternel était meilleur, elle pensait que le lait artificiel c'était l'équivalent, tout simplement. Ma sœur a eu beaucoup de soucis, elle a dû changer une dizaine de fois de lait. Le lait qu'il lui a fallu était forcément le plus cher. Elle avait, je pense, une petite intolérance aux protéines de lait de vache à ce moment-là, avec des difficultés d'endormissement, de la digestion difficile, etc. Ça a été une grande épreuve pour ma maman, mais voilà, pour elle c'était l'équivalent, et je pense qu'elle ne savait même pas que le lait en poudre était du lait de vache à ce moment-là. Oui, beaucoup de femmes pensent aussi aujourd'hui qu'il n'y a pas de lien entre le lait artificiel et le lait de vache. Ça arrive dans un véritable choc quand elles apprennent que le lait en poudre est du lait de vache. Oui. Poudre, ouais. Et aussi, c'est vrai que les études sur l'allaitement maternel n'ont pas commencé jusqu'à les années 1980, et le lait artificiel a toujours été présenté comme étant un produit de la science et qui était nettement supérieur. La science, ces produits scientifiques était censé être nettement supérieur ou n'importe quel lait de femme. N'importe quelle femme. Voilà, parce qu'il était rajouté, il y avait des vitamines en plus. Enfin, voilà, c'est la promotion de les fameuses affiches chez les pédiatres avec donner du tel lait, il sera un enfant fort. Enfin voilà. Ouais, ça a commencé très tôt. Oui, peut-être. Il y avait des analyses de lait aussi, il me semble. Je ne sais plus quand ça s'est répandu, les analyses. Ou même maintenant, j'entends encore des mamans qui m'appellent en me disant il faut que j'analyse mon lait pour voir s'il est bon pour bébé. Ouais. Je pense qu'il y a eu cette époque des analyses de lait finalement, ou des tests de quantité finalement qui n'étaient pas porteurs de révélation, puisque quand on tire le lait, ce n'est pas forcément révélateur de ce que la quantité est interne. Oui. ou la production dans une journée. Oui, voilà. Vrai. Oui, j'entends ça aussi. On m'a demandé de tirer mon lait pour voir combien de lait je produis. Et des tests, et quand elle parle des tests analyse de lait, c'est vrai, parfois je pose la question, quelle partie de lait ont-ils analysé? Le début du cours de lait, le milieu du cours de lait ou la fin du cours de lait? Mais bon, souvent les femmes ne savent pas. On leur demande de tirer un petit peu et puis elles attendent les résultats de décision des analyses. C'est vrai, ça existe encore. Comment as-tu assuré la grande fréquence des tétés dans les premiers mois de ton allaitement? Avec beaucoup de soutien de la part de mon compagnon. C'est vrai qu'il a pris beaucoup le relais au niveau de la maison pour que je puisse me reposer en journée avec bébé. Donc voilà, le ménage est passé à la tâche secondaire pour mon rôle de maman qui était primant dans tout ça. Et donc, mon compagnon m'a beaucoup épaulé, et aussi les moyens de portage physiologiques, bien sûr, pour le confort de tous, pour me libérer les bras et puis me donner un petit peu plus de temps. C'est vrai qu'avec déjà un handicap personnel, donc il me manque une seule main. Donc c'est vrai qu'un portage physiologique était doublement appréciable à ce moment-là pour pouvoir envisager mes journées avec un peu plus d'aisance. Ah, ok. Et quand tu dis portage, ça veut dire que tu portais des bébés ou lui, il portait des bébés? Je portais bébé. Ok. Et donc, en portant des bébés, quand tu portais des bébés, déjà, tu étais fort occupée. C'est lui qui a proposé de s'occuper de tout le reste, c'est ça? Oui, voilà. Donc, ça a été le relais au niveau des tâches ménagères. Wow. A-t-il pu bénéficier de c'est quoi, c'est 15 jours de congé paternité?
Bonne question. Difficilement. Pour le deuxième, oui. Pour la première aussi, mais pas immédiatement. C'était pas facile. Je suis sortie de la maternité, elle a repris le travail le lendemain, à chaque fois. Oh, wow. Donc non, Donc tu t'es trouvée toute seule à la maison 3 jours après l'accouchement? Oui, parce qu'il y a eu le week-end, donc ça m'a aidé. Mais 5-6 jours après, ouais, une semaine. Mon bébé avait une semaine quand il a repris le travail. Donc toute seule. Une semaine après l'accouchement, tu te trouves toute seule à la maison avec un nouveau-né? Voilà, j'étais toute seule. Moi, j'avais la chance d'avoir ma belle-maman qui avait fait le déplacement de l'étranger pour m'épauler, donc elle était pas très loin dans le village d'à côté, et si j'avais besoin, elle était présente. Pour les 2 accouchements, donc pour les 2 naissances, elle n'est pas restée à la maison pour pas intervenir dans le rythme familial, Wow. mais elle était là si besoin. Wow, sympa. Et tu en as fait appel? Non, je pense pas. Une seule fois pour m'emmener, puisque je n'avais pas de moyen de locomotion pour ma première, donc elle avait pu m'emmener à ce moment-là chez le docteur, mais c'était juste une seule fois, et pour le second, non, pas du tout. Ok, donc pendant une semaine, tu gères un nouveau-né tout seul à la maison. Voilà, et puis pour la seconde naissance avec une grande fille de 3 ans. Wow. Chapeau. Ok. Super. Qu'est-ce que tu fais en termes de travail dans l'allaitement maternel? Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que tu fais dans le domaine de l'allaitement maternel? Alors maintenant, je suis devenue animatrice laitier League, donc sur ma région dans le 56. J'organise des réunions mensuelles ainsi que des réunions spéciales à thème, donc les thèmes pour les papas, les bambins, l'allaitement long, pour les nounous, pour les mamies, pour les grands-parents. Voilà, on fait des réunions spéciales pour toutes les questions extérieures qui peuvent arriver. Et c'est vrai que tout le monde y trouve un petit peu sa place. J'ai le souvenir d'une réunion papa qui a eu lieu il y a un mois ou deux. C'était juste parfait de se retrouver en couple avec les papas qui ont pris part à la discussion et finalement avaient beaucoup de questions. Et ça a été un très grand moment de partage pour eux entre hommes, mais aussi entre couples finalement. Ça a été un grand moment de communication et c'était vraiment super d'assister à tout ça. Sinon, j'offre également le soutien téléphonique et aussi par courriel. En dehors de ces fameuses réunions, je suis également dans l'équipe Facebook de la Laitier League pour répondre aux mamans sur tous ces biais de communication. Donc je reste disponible avec ce soutien gratuit en dehors de tout ça. Et tout ça, c'est gratuit pour les mamans, même les réunions à thème, tout ça, c'est gratuit? Voilà, tout ça c'est gratuit. Nous sommes bénévoles à la Laitier League, donc toutes les réunions et le soutien, c'est juste de maman à maman et c'est gratuit. Ok, super. Alors, les réunions à thème pour nounou, tu proposes quoi dans ta ville, dans ton village, dans la communauté, pour la ville, des réunions d'allaitement spécifiquement pour les nounous, c'est ça? Alors le relais assistante maternelle ici n'est pas forcément formé à tout ça, donc je leur ai transmis un PDF que j'avais à ce sujet, donc ils peuvent en discuter et le transmettre si besoin. Ils savent que je suis disponible pour répondre aux questions si besoin également. Cependant, ils n'ont pas actuellement fait appel à moi, c'est quelque chose encore méconnu dans le domaine, l'allaitement, c'est pas très répandu et pas très facile non plus. Mais par contre, voilà, j'organise des réunions pour la Laitier League, mais si les mamans qui viennent à mes réunions ont des questions, ont des doutes, et leurs nounous souvent ont des soucis puisqu'elles ne connaissent pas les rythmes du bébé allaité, comment nourrir l'enfant allaité, voilà, comment se passe l'accueil d'un enfant allaité. S'il y a une ou deux nounous qui veulent venir me voir en réunion pour me poser des questions personnelles, pour se rassurer quant à l'accueil du bébé allaité et pour en savoir plus, c'est toujours avec grand plaisir sur mon temps bénévole. Wow, ok. Donc tu ne proposes pas une réunion spécifiquement, exclusivement pour les nounous alors? Il y a eu projet de le faire puisqu'il y avait eu pas mal de demandes. On n'a pas encore réussi à fixer une date commune. Donc pour le moment, j'ai reçu les nounous soit par téléphone, soit par réunion où elles se joignaient à nous, voilà, pendant les réunions mensuelles, en posant les questions à la fin de la réunion et en échangeant, voilà, avec les autres mamans, ce qui a permis du coup à ces nounous qui n'avaient pas forcément allaité de se mettre un petit peu dans le mode de l'allaitement, de mieux comprendre les mamans, de mieux comprendre les besoins du bébé allaité et forcément de travailler avec un bébé beaucoup plus sereinement. Puis mes réunions se passent le samedi matin, donc très peu de nounous travaillent le samedi matin. J'ai pris le choix de ce créneau horaire pour que les mamans qui travaillent puissent se joindre à nous, pour que les papas puissent se joindre à nous. Et puis voilà, c'est quand même un créneau qui m'intéressait, puisque moi, en étant maman, je n'ai jamais pu me rendre à une réunion qui se trouvait toujours en semaine, voilà, jeudi, mercredi, etc. Donc c'était jamais dans mes horaires, jamais dans mes créneaux, sachant qu'on n'avait qu'une seule voiture au début. C'était jamais quelque chose où j'ai pu assister, donc je me suis dit, voilà, je suis animatrice, je vais prendre part à un créneau particulier le samedi matin qui pourrait arranger pas mal de monde. Wow, ok. Donc, c'est-à-dire, pendant ton premier allaitement, tu n'as pas pu assister aux réunions LLL? Non, je n'ai pas pu assister aux réunions LLL et non, voilà. Donc, comment tu as trouvé les soutiens alors?
Par l'animatrice qui était dans notre entourage, qui a toujours su répondre à mes questions par téléphone et m'épauler au mieux possible, avec des petites visites à son domicile si besoin, puisqu'on n'était pas encore trop loin. Cependant, après voilà, les réunions, je n'ai pas pu m'y rendre puisqu'elles étaient en semaine. Et maintenant que je suis donc dans le 56, quand je suis arrivée ici avec mon second allaitement, je n'avais pas forcément de questions puisque voilà, c'était un second allaitement, mais il n'y a pas de réunion non plus. Je suis la première animatrice de la région. C'est vrai? Voilà, donc j'ai été stagiaire isolée et je suis animatrice toute seule maintenant. Donc pour la formation, c'est vrai que c'était difficile de se rendre en réunion qui était à plus d'1 heure d'ici. Oui, exact. Ça, c'est le problème. Il y a plus de 300 groupes en France, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mais pour certaines mamans qui se trouvent isolées, c'est quand même difficile de se rendre physiquement à une réunion, c'est vrai. Mais c'est surtout que les mamans aussi avec un nouveau-né, ce que je comprends totalement, c'est difficile de se déplacer avec un jeune enfant, très demandeur sur la route et c'est quelque chose de stressant à envisager pour la maman, en plus de sa fatigue personnelle qui pourrait induire des problèmes sur la route. Puis je pense qu'aussi la maman, elles aiment bien venir avec les papas, c'est quelque chose de rassurant, c'est quelque chose qui fait part d'une décision de couple, de la parentalité et c'est vrai qu'elles se sentent rassurées de ne pas venir seules, surtout au moins aux premières réunions, puisqu'après c'est vrai que souvent les liens se nouent et j'ai beaucoup de mamans qui font du covoiturage, qui sont devenues amis, qui se voient dans des réunions. Donc ça, c'est quelque chose de possible. Mais pour la première rencontre avec un nouveau-né, quelqu'un qui sort d'un accouchement, c'est toujours difficile de faire beaucoup de route. Moi, je sais que les mamans qui viennent de 40-45 minutes maximum trouvent le temps un petit peu long. Donc malheureusement, on peut pas toujours arriver à des réunions à 40 minutes de chez soi. C'est pas toujours le cas. Ok. Donc, tout ton soutien par la Leche League au départ était en sorte de consultation individuelle ou des entretiens individuels. J'appelais surtout par téléphone. Ok, donc téléphone. Dans ses horaires d'animatrice, voilà, je n'influençais pas sur sa vie de famille, je me permettais juste d'appeler comme n'importe quelle maman dans ses heures bénévoles de la Leche League. Et est-ce qu'il y avait la page Facebook à ce moment-là? Il y avait des choses en ligne à cette époque ou pas? Non, j'avais commencé Facebook, il y avait un groupe, mais il y avait une page, mais il n'y avait pas encore un groupe privé, puisque notre groupe actuellement est privé, c'est-à-dire que nos contacts personnels ne voient pas nos questions d'allaitement, ce qui est quand même quelque chose de pratique pour la vie privée, puisque si la maman publie, si sa belle-maman ou voilà son beau-frère arrive à avoir des questions privées, c'est quand même gênant. Donc le groupe est créé, il est privé, donc voilà, les contacts hors contact qui se trouve également sur le groupe, bien sûr, mais tous les autres contacts Facebook ne verront pas ces publications. Le fonctionnement n'existait pas à ce moment-là, non. Il y avait le début du forum Leche League, mais déjà un petit peu plus tard, ma fille avait déjà 9 mois. Ok. Donc, à cette époque, il y avait le forum de la Leche League, la Lactalis certainement aussi, non? Oui, je ne connaissais pas du tout à ce moment-là la Lactaliste. Par contre, je sais qu'il y avait le répondeur téléphonique où je me suis permis d'appeler. Et puis, en général, je m'occupais de lire le site internet, de prendre la carte de France des animatrices et de trouver la plus proche de chez moi en cas de besoin si mon animatrice de référence ne répondait pas. Oui, heureusement, il y a le site internet qui donne quand même pas mal de réponses, de primo-réponses, donc de recherche. Oui. Voilà, par la suite, quand j'avais un petit doute, par exemple, sur la composition d'une crème de beauté ou sur un médicament, l'interaction, etc., je me permettais de joindre l'animatrice la plus proche, parfois en limitrophe, parfois à l'autre bout de la France. Il y a une question urgente que je n'avais pas trouvé réponse. Je me suis permis de joindre l'animatrice en Alsace et puis voilà. Super. Donc, heureusement, il y a Internet. Oui, heureusement. Puisque c'est vrai que sinon, je pense que je n'aurais pas connu la Leche League sans Internet. Pour l'instant, tu es la seule animatrice en A56, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Ok. Est-ce qu'il est possible de former d'autres animatrices? Oui, c'est possible et j'ai déjà 4 ou 5 demandes. Ouh, ok. Ah, donc, vive la 56! Voilà, c'est ça. Excellent! Donc, est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé à participer dans le mouvement pour la normalisation de l'allaitement? Alors, tout simplement en allaitant. Je pense que voilà, l'allaitement c'est quelque chose de simple qui se répand à la vue de l'allaitement et c'est le meilleur apprentissage. Je me souviens de Jack Newman, donc un pédiatre récemment qui parlait sur sa page Facebook que l'allaitement se transmettait à la vue et avait mis pour une photo illustration une petite fille qui allaitait sa poupée. Voilà, parce que sa maman allaitait, donc elle avait vu sa maman allaiter, elle avait transmis cela en allaitant ses poupées, ses doudous, etc. Et la maman racontait qu'elle avait aussi allaité les poupées de la crèche, ce qui avait du coup sensibilisé finalement les autres enfants à la crèche, ce qui avait amené le sujet à la crèche. Donc les enfants qui ne connaissaient pas l'allaitement avaient eu un petit cours vite fait, voilà pourquoi cette petite fille donnait le sein finalement à une poupée, puisqu'il y a des enfants qui viennent nous voir et nous demandent pourquoi le bébé mange ton sein, pourquoi il te croque, pourquoi tu donnes comme les petits cochons, ou voilà. Donc,
C'est quelque chose encore de méconnu, donc je pense que la normalisation de l'allaitement se passe par la vue de celui-ci, et puis ça permet de sensibiliser et l'aîné et l'entourage, et puis voilà, je pense que les enfants entre eux se sensibilisent très rapidement et très vite, comme nous avons pu le voir avec cette photo, et je pense que c'est comme ça que ça se répand le plus facilement. Ok. Est-ce que tu allaites en public? Oui, oui, oui. Et tu vois d'autres mamans dans le 56 qui allaitent en public? Je dois dire que j'ai pas vu beaucoup d'allaitement public, non. T'es la seule dans le 56 qui allaite en public? Non, je ne pense pas, mais on peut allaiter en public tout en étant caché. Il y a d'excellents moyens de portage qui peuvent également, pas cacher l'allaitement puisque c'est pas forcément quelque chose que les mamans cachent, mais tout simplement quand on allaite en écharpe de portage ou en porte-bébé physiologique préformé, on ne voit pas toujours quand l'enfant tète. On peut croire qu'il fait tout simplement un câlin, surtout que maintenant les mamans ont des vêtements d'allaitement faciles avec ouverture facile, quelque chose qui ne montre pas le sein. Le téton peut juste sortir avec le mamelon sans qu'on en voit plus. C'est pas toujours quelque chose de facile à discerner si on ne se pose pas sur les seins de la maman à ce moment-là. Donc je pense que c'est répandu, on ne fait pas forcément attention. Et puis voilà, c'est tellement la norme aussi pour moi que je m'y arrête peut-être pas, mais j'ai pas fait attention à le voir beaucoup du moins. Tu vois beaucoup de bébés portés en écharpe dans le 56? J'en ai vu pas mal, ça se répand. Ah, bien, bien. Et d'autres porte-bébés physiologiques, tu le vois? Oui, les préformés sont quand même quelque chose qui se vend bien actuellement, puisque voilà, les papas aiment souvent les préformés qui s'attachent comme des sacs à dos avec des clips, tout en respectant la physiologie de l'enfant, bien sûr, surtout chez les grands enfants, puisque c'est plus facile au niveau de l'écartement des hanches quand ils sont un petit peu plus âgés. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup l'été, voilà, dans les balades, c'est quelque chose de plus facile dans les transports en commun, dans les parkings souterrains, dans les ascenseurs, ça se répand pas mal. Je trouve que le portage c'est beaucoup plus répandu ces dernières années que l'allaitement finalement depuis plusieurs années. Ouais. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas la définition de portage physiologique, est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est un portage physiologique? Le portage physiologique, c'est tout simplement un portage qui ne s'appuie pas sur la vulve ou le sexe de l'enfant, donc qui prend bien la base en dessous les genoux de l'enfant pour l'asseoir le plus physiologiquement possible en respectant la physiologie de son corps sans le mettre en souffrance dans les positions qu'il n'a pas acquises et ne pas forcer l'écartement des hanches pour quelque chose qu'il n'est pas encore acquis non plus. Qui ne force pas l'écartement des hanches, c'est ça? Voilà, parce que si on met un enfant avec un grand écartement de hanche alors qu'il a 1 mois ou 2, c'est pas quelque chose de physiologique et de respectueux pour son développement personnel. Donc il y a des moyens de portage selon l'âge de l'enfant et c'est quelque chose à prendre en compte lors de l'achat pour bien évoluer avec l'enfant le plus grand possible. Ok, donc qui ne force pas les hanches à écarter, donc ça veut dire que les jambes pendantes, ça fait partie du portage physiologique ou non physiologique? Les jambes pendantes sont non physiologiques puisque ça appuie sur la vulve et le sexe de l'enfant, donc c'est quelque chose qui le met en souffrance et en plus souvent ces porte-bébés non physiologiques se portent face au monde, ce qui est complètement hors de la physiologie. Ok, donc portage physiologique, c'est un portage face l'adulte. Voilà. J'imagine que c'est face sa poitrine ou face à son dos. C'est ça. Je suppose. Ok, donc pas face monde. Et où il n'est pas suspendu par l'entrejambe. C'est ça. C'est ça. Et alors, ce qui ne force pas l'écartement des jambes, parce que quand on voit des bébés portés en écharpe ou porte-bébé physiologique, on a l'impression que les hanches sont écartées. Du coup, il y a une position grenouille qui est physiologique, c'est-à-dire que l'enfant doit avoir les genoux plus haut que le nombril, tout simplement pour avoir une position confortable, un petit peu comme dans un cocon, avec les fesses plus bas que les genoux. Ok, et ça c'est alors un portage physiologique. Voilà, ça c'est physiologique. Les genoux élevés. Voilà, les genoux élevés plus haut que le nombril avec les fesses plus bas que tout ça. Ah, ok. Donc, évidemment, on écharpe sur ça. Voilà, c'est ça. D'accord. À condition que la mère fait le nœud de façon où les genoux sont élevés. Parce que j'ai vu aussi les portages en écharpe où je vois les jambes pendant. Voilà. Il y a en écharpe, mais la mère apparemment ne sait pas faire le nœud pour que les genoux soient remontés. C'est quelque chose qui demande un atelier d'être vu avec une monitrice de portage. C'est quelqu'un du domaine qui s'y connaît vraiment et qui pourra vous expliquer tous les nœuds, toutes les positions pour votre enfant, selon l'enfant, selon la physiologie du porteur également, et aussi selon les souhaits. Si la maman a mal au dos, telle position sera plus adaptée que l'autre. Si l'enfant a un reflux, peut-être qu'il préférera telle position plutôt qu'une autre. C'est quelque chose de personnalisé et je recommande vraiment un atelier de portage avec quelqu'un de formé pour envisager tout ça avec le plus grand confort pour les deux parties. C'est pas quelque chose à prendre à la légère puisqu'il y a la sécurité de l'enfant qui est en jeu, autant par la tension qui pourrait s'élever sur son corps s'il était porté des longues heures non physiologiquement, et également s'il pouvait chuter.
Mhm. Est-ce que tu peux nous dire comment se déroule une semaine typique dans ta vie de maman? Voilà, c'est quelque chose quand même d'assez mouvementé puisque je suis maman de 2 enfants, donc avec les rythmes différents de chacun et également je suis assistante maternelle, donc j'ai plusieurs rythmes puisque je garde à peu près 3 enfants en plus du mien par jour, ce qui fait que nous sommes 4 ou 5 par jour. Donc il y a, les horaires de l'école, enfin les réveils, l'habillage de tout le monde, le petit déjeuner, l'heure de l'école, on revient, on redéjeune avec les nouveaux arrivants et puis on repart pour l'école et on revient et on remange et puis les jeux et puis les couches et ça s'enchaîne. Les dépliages de poussettes, les repliages de poussettes, les habillages, les manteaux de tout le monde et puis voilà, c'est quelque chose de prenant qui demande un rythme particulièrement sport toute la journée. Mais bon, ces multiples rythmes, vraiment importants avec un échange, humain tous les jours, vraiment agréable. Wow, ok. Et tu as combien de poussettes? Combien de poussettes peux-tu pousser? Je n'ai qu'une poussette double. Ah ouais, ok. Et les autres, ils marchent alors ou tu Alors les... la plus grande marche, mon grand va en écharpe de portage, si besoin et les 2 autres dans la poussette. Bon, c'est vrai que quand on est plusieurs Ok. avec des rythmes différents comme ça, c'est difficile de trouver le temps finalement de sortir faire une longue balade puisque les rythmes décalés font qu'il y en a toujours un qui dort ou qui mange ou qui doit s'en aller avec ses parents. Ah, Donc quand on prend le temps, en général, on est un petit peu moins nombreux et on se promène souvent en poussette double, donc 2 dans la poussette, un en écharpe de portage ou un qui marche puisque mon petit dernier marche également. Ça commence à être, ah un peu ouais, plus aisé. ok. Ah, sympa. Ok. Bien. Donc, et ça, ton activité professionnelle, tu le pratiques de lundi au vendredi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Et donc, ton travail de animatrice, ça se passe dans la semaine ou tu rattrapes les week-ends, les messages les week-ends ou tes réunions, tu proposes les week-ends? Combien de fois par mois tu proposes une réunion? Pour l'instant, une seule fois par mois et si la demande, s'impose, par exemple, pour des réunions spéciales papa et cetera, on peut aller jusqu'à 2 fois par mois. Ok. Bien. Wow. Et Ok. Donc, tes activités bénévoles, c'est réservé pour le week-end alors? non, les activités bénévoles, donc mon temps bénévole, je le prends le matin et le soir, à peu près à raison de 2 à 3 heures par jour, heu, principalement sur la page Facebook qui est très demandeuse de temps puisque nous avons à peu près, 50 demandes par jour, de questions, plus le suivi des celles que l'on a répondu la veille forcément avec, les réponses des mamans, le suivi et le partage d'expériences des autres mamans, la modération que cela impose pour suivre tous les propos des mamans également. Et puis voilà, donc veiller au bon fonctionnement de cette page, plus les appels téléphoniques locaux que nous avons, plus les permanences que l'on peut prendre au répondeur, plus également les messages que l'on reçoit par courriel si on est contactrice au niveau de la boîte de contact. Donc on reçoit les questions de maman par courriel, à peu près 3 par semaine. Ah oui. Ok. Et vous êtes combien sur l'équipe Facebook alors qui répondent à ces questions? Je ne sais pas vraiment dernièrement, une Ah. petite 10-15 peut-être sur, on est 6 000 membres maintenant, peut-être? 6 000 membres de la Let's League. On est, une dizaine d'animatrices, entre 10 et 20 animatrices, je pense, pour plus de 5 000 mamans, je crois. Je vais regarder. Ah, 5 000 mamans sur la page Facebook, c'est ça? Voilà, sur la page Facebook. Ok. Wow. Ok. Heureusement, vous êtes une équipe. Voilà, c'est ça, heureusement. Puisque, Ok. bah, voilà, comme nous sommes bénévoles, chacun a ses temps de vacances, de repos, de Ouais. petits coups de mou également et puis d'occupation familiale. Donc on arrive à tourner en se relayant, les unes entre nous et puis, et on essaye de faire au mieux pour répondre le plus rapidement à toutes ces mamans qui sont en demande. Et c'est assez difficile d'aller, dormir le soir en voyant toutes ces demandes et ne pouvant pas satisfaire tout le monde. Ouais. 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 Je comprends. Est-ce que tu peux alors par tout ça, est-ce que tu as une vague idée ou une idée précise de combien de mamans tu soutiens par mois en moyenne ou... Avec la page Facebook, c'est très, très difficile de compter puisqu'on valide des messages, mais parfois la maman a 2 messages par jour parce que voilà, elle a trouvé plusieurs questions, Ouais. plus les appels locaux, plus et cetera. Je pense qu'on tourne à plus de on va dire entre 30 et 50 mamans par mois peut-être, Ça, c'est c'est, sur Facebook. en tout, je pense. En tout. Ok. 30 à 50 avec les réunions. Voilà, parce que moi, du coup, je suis déjà animatrice, seule dans ma région, donc j'ai beaucoup d'appels locaux également. Heu Téléphone. Voilà, téléphone, plus les permanences téléphoniques que je prends, plus, au niveau national bien sûr, plus la page Facebook, plus la boîte contact, ça peut faire, pas mal de mamans et également parfois un petit peu le forum. Donc là, je vois qu'on est 5 800 membres sur la page Facebook. Wow. Donc 5 800 mamans pour, une petite vingtaine d'animatrices, ouais, d'entre 10 et 20 je pense. Ok. Ah, parce que pour être sur la page Facebook, il faut que tu sois membre. Il faut que tu sois déjà inscrit sur Facebook et il faut que tu aies rejoint le groupe.
De la Laitier League France. OK. Voilà. Ah, donc, pour être sur la page Facebook de la Laitier League France, il faut que tu sois cotisé la Laitier League France, c'est ça? Non, ça par contre c'est un soutien gratuit, il n'y a pas besoin de cotisation. Il suffit juste de cliquer sur ajoutez-moi dans le groupe, comme ça les animatrices valident les profils et permettent de répondre également à la suite des mamans, ce qui permet de faire un groupe privé où les contacts extérieurs ne peuvent pas lire ce que nous écrivons dedans. OK, donc quand tu dis membre, tu veux dire membre de Facebook, en fait. Voilà, membre de ce groupe, cette c'est-à-dire page. voilà, de cette page. OK, d'accord. Ah ah. Et est-ce que j'ai mal compris ou tu as aussi une page Facebook pour ton groupe? J'ai aussi une page Facebook pour mon groupe pour que les mamans puissent suivre mon actualité. Et on me contacte plus souvent maintenant par téléphone ou par mail, puisque c'est des mamans en général du 56 qui me connaissent bien maintenant. Et OK, elle peut faire une réponse personnelle. voilà, le privé, c'est juste pour suivre les dates des réunions, les avancées, les changements de lieu, les pique-niques, voilà, tous les nouveautés. OK. Est-ce que tu parles de page Facebook LLL France à ces mamans? Est-ce qu'elles savent qu'elles peuvent poser des questions à une équipe des animatrices sur la page Facebook LLL France? Alors j'essaye pour toutes les mamans isolées qui m'appellent, toutes les contacts que j'essaye de stipuler que si elles ont besoin et qu'elles sont isolées, qu'elles ont besoin de partager l'expérience avec d'autres mamans dans la même situation, j'essaye de diffuser ce lien en leur disant que une page existe, c'est possible. Et puis voilà, on essaye, mais c'est pas quelque chose. Je pense que le bouche à oreille se fait pas mal puisqu'on a quand même plus d'une vingtaine de demandes d'ajout par jour. Par jour. Voilà, donc je pense que le groupe grossit très très vite et je pense que les mamans trouvent facilement l'accès. Ah. OK. Donc, c'est énorme, en fait, cette communication Facebook. Je pense que le groupe Facebook a pris une ampleur ces dernières années avec l'expansion du moyen de communication puisque les mamans nous contactent souvent de leur smartphone. Elles sont dans la voiture, sur un parking, en sortant du pédiatre et elles nous posent une question sur Facebook avec parfois une demande urgente, parfois non. Parfois un simple partage photo avec regardez, mon petit a 1 an, joyeux anniversaire, je l'allaite encore. Enfin voilà, des partages différents, variés et agréables avec des remerciements parfois pour nous toutes. C'est très gratifiant, beaucoup de bonheur et beaucoup de rencontres également. Et je pense que voilà, ça leur fait beaucoup de bien. C'est un moyen moderne, ce qui a permis d'évoluer à la Laitier League, d'arriver à tous les niveaux modernes et d'arriver dans les smartphones avec une réponse encore plus proche de tout le monde. Ouais, c'est incroyable comme ça bouge vite. Quand on pense que dans les années 50, ça avait commencé avec une petite poignée de mamans autour d'un pique-nique qui s'est décidé qu'elles allaient faire des réunions d'information maman et qu'elles ont passé les premiers 10 ans à répondre par lettres, écrites à la main aux lettres qui sont arrivées dans les boîtes aux lettres et des appels téléphoniques bien sûr. Mais quand on pense que le nombre auquel on arrive aujourd'hui avait commencé par ça, par les lettres à la main et des appels téléphoniques et des réunions, mais des réunions dans une ville. En fait, c'était dans un banlieue de Chicago. C'est impressionnant. Ouais. Impressionnant. Ouais. En moyenne, combien de mamans peuvent assister dans une réunion que tu animes? Alors ça dépend puisqu'elles sont ouvertes à tous. Voilà, il n'y a pas de précision, pas d'inscription préalable. Donc c'est selon aussi le rythme de bébé. Donc je suis en réunion de 10h à midi. Les mamans arrivent quand elles le veulent, quand elles le peuvent, puisque voilà, sur la route, bébé peut vouloir téter, ce qui va retarder un petit peu l'arrivée de la maman, par exemple, quand elle vient de plus loin. Donc c'est quelque chose d'aléatoire. Là, l'hiver a fait qu'on a eu des petits virus, des petites épidémies, des petits trucs sympas. Mais on était entre 5 à 10 ces derniers temps. 5 à 10 mamans, voilà, avec des papas également, bien sûr. Excellent. Et puis les enfants. Donc ce qui monte vite puisque chaque maman a 1 ou 2 enfants, ce qui fait pas mal dans la petite salle de réunion. Alors, si on dit 5 à 10, tu veux dire 5 à 10 adultes ou 5 à 10 mamans? 5 à 10 adultes. Okay. Puisque des fois, il y a eu des papas, il y a eu des... Ah ouais. Ah, c'est génial. All right. Que sont des problèmes les plus communs que tu vois dans les allaitements, dans des questions d'allaitement? Alors, les plus communs. Ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de demandes de relactation, tout simplement, puisqu'il y a un non-soutien, enfin, un manque de soutien du personnel médical et une non-connaissance surtout de la compatibilité des traitements, ce qui fait que les mamans repoussent les soins le plus longtemps possible et que finalement, elles préfèrent suspendre l'allaitement quelque temps pour se soigner. Et finalement, on apprend par la suite que le traitement était compatible, mais que le docteur ne le savait pas forcément, n'était pas informé à ce sujet. Donc, voilà, il y a une pause d'allaitement, un arrêt de l'allaitement, quelques semaines, quelques mois, ce qui demande souvent beaucoup de demandes de relactation avec des regrets de la part des mamans, regrets d'avoir arrêté parfois tôt, dès la maternité, parfois plus tard par rapport à un traitement, parfois par rapport à des douleurs, un échec, un manque de soutien toujours. Donc voilà, donc on écoute toutes ces demandes et on essaye d'envisager ces relactations pour relancer l'allaitement si la maman a vraiment ce projet à suivre.
Également, dernièrement, on a eu pas mal de demandes au niveau voilà, des freins de lèvres et des freins de langue, qui est un problème encore méconnu en France. C'est un problème qui peut gêner la succion, gêner la prise de poids et faire d'énormes douleurs à la maman. Donc c'est quelque chose, c'est une des pistes que l'on doit toujours envisager et qui pourtant est très méconnue, ce qui fait une grande bataille pour la maman pour se faire écouter à ce sujet, puisqu'on demande tout simplement une consultation pour diagnostiquer ou non ce frein de lèvres supérieur ou ce frein de langue. Et puis c'est difficile, c'est beaucoup de batailles, ce qui fait que les mamans ont souvent beaucoup de fatigue à chercher de l'écoute à ce sujet. Ok. Donc, pour résumer, la plupart des problèmes viennent de relactation suite à un arrêt pour médicaments ou suite À une méconnaissance, voilà, c'est des arrêts d'allaitement, souvent des regrets d'avoir arrêté l'allaitement et de vouloir le relancer par la suite, tout simplement parce qu'elles n'ont pas trouvé le soutien, que ce soit familial, que ce soit au niveau des médecins, et puis le médecin a peut-être émis une mauvaise connaissance du rythme du bébé allaité. Moi, je l'ai eu également en tant que maman. On m'a souvent dit, même pour mon second, qu'à 2 mois, il devait être à 5 tétés. Donc, quand une maman à entend 2 dire mois. voilà, 2 mois, 5 tétés, c'était déjà trop, sachant que l'OMS parle de 8 à 12 tétés par 24 heures, donc on est beaucoup plus haut que ça. Donc on a beaucoup de regrets et de fin d'allaitement, tout simplement parce que le lait artificiel a pris la place dessus, puisqu'en général, avec une réduction des tétés, une prise de poids plus faible, et donc voilà. Un cercle vicieux en général qui s'enchaîne, donc beaucoup de regrets, beaucoup de soucis aussi pour la compatibilité des médicaments, qui fait que les mamans, au bout d'un moment, bien sûr, veulent se soigner, et donc font une petite suspension de l'allaitement à ce moment-là. Parce que on leur a conseillé ou on leur a dit qu'elles devaient suspendre l'allaitement afin Voilà. de pouvoir prendre le médicament en question, Voilà. c'est ça? Voilà, parce qu'il y a une méconnaissance au niveau des traitements, et c'est vrai que le fameux Vidal et les notices mettent dedans la plupart du temps que c'est non compatible, tout simplement pour se protéger, mais ne prennent pas en compte les recherches qu'il y a eu à ce sujet, qui prouvent parfois le non-passage dans le lait maternel de tels médicaments, etc. Jurisprudence. Voilà. C'est une question de protection jurisprudence, ouais, au lieu de chercher des Donc quand il manque recherches. d'informations, quand la maman manque d'informations, quand le personnel manque d'informations, et que ça demande parfois aussi à la maman une bataille, puisqu'elle va entendre différents sons de cloche, elle peut nous joindre, et puis nous, elle entendra peut-être que on a des feuillets avec la compatibilité des médicaments, ainsi que le site du CRAT, qui permet de vérifier la compatibilité pendant l'allaitement et la grossesse des agents tératogènes, donc ce qui est quand même... La site quoi? Le site du CRAT, crat.org. .org. Et qu'est-ce qu'on trouve sur le CRAT? Donc on trouve en fait la liste des médicaments par ordre alphabétique, et ce fameux site recense plusieurs médicaments, et par exemple si on tape celui que l'on cherche, il nous permet de savoir quelle est la quantité qui passe dans le lait maternel, est-ce que ce médicament est compatible pendant la grossesse et l'allaitement, et ce qui nous permet d'aiguiller la maman au mieux dans ses recherches avec son traitement personnel. Et ça, c'est un site qui est ouvert au public, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, si un médecin ne sait pas, il pourra consulter ce site-là. Alors, si les médecins ne savent pas, ils peuvent joindre la pharmacovigilance ou l'autre autorité de la santé, ou même, j'ai des mamans qui ont joint elles-mêmes le centre anti-poison pour en savoir plus. C'est vrai? Donc, il y a moyen de s'informer, et malheureusement, pas encore beaucoup de professionnels le font. Ils se basent souvent sur le Vidal et sur les notices des médicaments, sans creuser un petit peu plus derrière, alors que finalement, beaucoup de médicaments sont compatibles. Le passage lacté est souvent faible, et puis on peut envisager tout ça, et parfois juste changer de molécule, changer de médicament. Nombreux antibiotiques, par exemple, sont compatibles et encore tellement peu répandus, puisque l'information inverse est souvent répandue. Ok. Donc, si une maman souhaite, elle peut consulter le crat.org. Elle peut aussi contacter le centre anti-empoisonnement, c'est ça? Le centre anti-poison, oui, il me semble que la maman avait pu faire ça. Ok, et ils sont fiables, eux-mêmes, ils connaissent. Oui. Bien. Du moins, l'interlocuteur qu'elle avait eu avait pu rechercher, et à ce moment-là, il me semble qu'il avait utilisé le CRAT également. Le centre anti-poison avait utilisé le CRAT? Il me semble, oui. Excellent. Super. Ok. Et donc, à cause d'arrêt d'allaitement pour les prises de médicaments, utiles ou pas utiles, inutiles souvent, elle souhaite relacter, c'est ça? Voilà, mais parfois aussi suite à des opérations, que ça peut être sous anesthésie générale, etc. Donc ça peut être également un peu plus grave que des médicaments. Et voilà, donc après, souvent après des regrets, après une pause d'allaitement, ça peut être quelques semaines, quelques mois. Et voilà, elle souhaite relancer la machine, remettre bébé au sein, et parfois revenir en allaitement totalement exclusif. Parce qu'on conseille aux mamans de cesser d'allaiter afin de pouvoir se faire opérer, c'est ça?
Voilà, c'est ça, selon le type d'opération, bien sûr, selon les radios également. Il y a des mamans qui arrêtent pour des simples radios, des IRM, et cetera, sans vraiment savoir si c'est compatible ou non. Wow, ok. Et pour une opération, j'imagine que c'est pour l'anesthésie générale qu'elle pense qu'il faut qu'elle arrête d'allaiter, c'est ça? Voilà, c'est ça. Pourtant, quand on fait des césariennes, on allait tout de suite après. Voilà, c'est exactement ça. Ah, ok. Donc il y a une méconnaissance du produit, je pense, utilisé, une méconnaissance des effets également, et il y a une recherche toujours à effectuer en se renseignant sur le produit utilisé, le temps de l'opération, et puis à envisager tout ça avec les recherches appropriées pour être informé sur ce produit, sur le type d'opération et le cours de celle-ci, et puis se renseigner avec le chirurgien qui opérera ce jour-là pour envisager le laps de temps le plus court avant la remise au sein. Mm, Et j'ai eu le cas d'une maman qui m'a appelé hier tout simplement pour la pilule d'urgence, donc la pilule du lendemain. Et la pharmacie lui avait conseillé de suspendre l'allaitement pendant 8 heures pour prendre cette pilule du lendemain, chose que cette maman du coup a refusé de faire. Et malheureusement, cette maman se retrouve avec une grossesse non désirée. Ah, Donc c'est quelque chose de quand même un petit peu difficile à entendre. ouais. Ah là là. Ah, ça c'est dur. Ok. Et pour savoir si la pilule du lendemain est compatible avec l'allaitement ou pas, cette maman t'a consulté toi, c'est ça? Ou c'était une question sur la page Facebook? Non, elle m'a appelé. Alors, elle m'a appelé tout simplement, mais a posteriori tout simplement parce que son petit ne prenait plus le sein. Et forcément, c'était le début de la grossesse, donc il y avait eu des changements de goût de lait, de sensibilité au niveau du téton, etc. pour la maman. Et quand on a pu évoquer plusieurs pistes, elle est venue à me dire, excusez-moi, je vais vous dire quelque chose de personnel, et nous avons pu en conclure que il y avait voilà des risques de grossesse qui se sont confirmés par la suite. Ah, Donc c'était déjà trop tard. Elle n'avait pas pensé à me joindre pour me demander la compatibilité, ni même chercher plus. La pharmacie lui avait dit non. Elle a compris non. Donc voilà, elle a pas pensé à ce moment-là à chercher plus loin. ok. Et savoir si c'est compatible ou pas, la réponse est sur le CRAT? Voilà, la réponse est sur le CRAT et il me semble que sur le site de la Leche League, il y a des informations en tapant pilule d'urgence ou pilule du lendemain sur un de nos feuillets sur la fertilité et la contraception et la Mhm. régulation des naissances post-naissance. Ok. Et pour la pilule de lendemain, est-ce qu'il y a une contre-indication pour l'allaitement ou pas? Il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de pause à avoir nécessaire. D'ailleurs, sur le CRAT, il me semble que c'est bien précisé. Même sur la notice, quelque part, j'ai recherché depuis, j'ai pu lire que Ouais. aucune pause n'était nécessaire. Cependant, une baisse de lactation est possible. Mm. On pourrait constater tout cela dans les jours suivant la prise de ce contraceptif. Ce n'est pas quelque chose de définitif. C'est une petite baisse de lactation suite à l'insertion d'hormones, voilà, dans le climat hormonal de la maman. Mais voilà, mettre le sein de bébé le plus souvent, le stimuler, et puis ça relancera la machine très rapidement. Wow. Ok. Donc c'est parce que le pharmaciste en question avait dit oralement, il faut arrêter l'allaitement, qu'elle n'a pas pris la pilule de lendemain, c'est ça? Voilà, le pharmacien lui avait dit qu'une pause de 8 heures était nécessaire. Et comme elle n'avait pas de stock de lait, elle n'avait rien anticipé, elle voulait pas passer son petit au lait artificiel forcément. Elle s'est dit que le risque était sûrement faible qu'une grossesse intervienne et elle a préféré ne pas prendre cette pilule et il était déjà trop tard. Ok. Donc maintenant, elle finit avec une grossesse non désirée et un enfant qui n'est plus au sein. Donc une greffe de la tétée pour l'enfant qui se passe un petit peu mieux ces derniers temps, qui essaye de revenir au sein, Ah, donc ce qui est déjà assez positif. Et ouais. finalement la grossesse est bien acceptée des deux parties chez les parents, donc c'est Ok. c'est finalement une bonne, enfin un bon dénouement, mais ça reste quelque chose de difficile si ce n'avait pas été le cas, ce qui Mm. aurait pu mettre également en péril l'allaitement du petit dernier qui n'a que 4 mois. Wow. Ok. So, le temps que ce nouveau sera né, so 9, 10, 11, 12, 13, le premier aura 13, 14 mois, c'est ça? C'est bien ça. Pour une famille qui ne voulait plus d'enfants. Plus d'enfants en plus ou pas d'enfants du tout? Plus d'enfants en plus. Ils Ah, ils étaient, voulaient un enfant. et ils en ont déjà 2. Ah oui, d'accord. Ok. Wow, ça c'est dur. Ok, ouais. Ok. Bon, et l'autre question que j'avais, ah oui, as-tu une spécialité pour laquelle les mamans te sont référées, que les mamans te cherchent pour une particularité? Alors comme je suis seule dans la région, c'est vrai que Ouais. on m'appelle très souvent, mais je sais qu'il y a des mamans des régions limitrophes qui m'appellent ou même sur internet, voilà, on me contacte plus souvent en privé pour les freins de lèvres et les freins de langue, tout Ah, simplement parce que je suis maman moi-même d'un petit garçon de 18 mois qui vient de subir une frénétomie supérieure labiale, tout simplement puisque son frein était un petit peu trop court et serré, ce qui empêchait une bonne succion. Et au niveau de l'écartement de sa dentition, c'était quelque chose de devenu très difficile avec un déplacement des dents. Et voilà, donc on avait dû
dû passer par là. Donc en tant qu'expérience personnelle, voilà, j'ai fait preuve de cette bataille moi-même. Et donc les mamans ont tendance à m'appeler pour en savoir un petit peu plus à ce sujet. Ok. Alors, je rebondis sur phrénotomie labiale. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est, s'il te plaît? Voilà, donc c'est la section du frein supérieur de la lèvre qui était un petit peu trop serrée et empêchait le bon retroussement de la lèvre supérieure et donc une bonne mobilité de celle-ci. Ok. Et c'est quoi exactement frein de lèvre supérieure? Un Le, frein, c'est quoi? le frein, c'est le petit lambeau de peau qui se trouve voilà au-dessus de nos dents, entre la lèvre et la gencive. Merci. Ok. Et quand ce petit bout de membrane sous la lèvre est serré, tu dis que ça empêche, déjà ça écarte les dents, mais est-ce que ça peut affecter un allaitement avant l'arrivée des dents? Oui, alors ce fameux frein de lèvre qui peut poser des soucis tout simplement puisque le retroussement de la lèvre est moins bon. Bébé pourrait moins ouvrir la bouche, il pourrait engendrer des douleurs à sa maman. Donc les douleurs font que la maman aurait un allaitement difficile avec une mise au sein très très douloureuse et voilà anticipée. Donc forcément au ressenti personnel, elle se sentirait dans l'échec de cette douleur. L'échec en général puisque bébé prend une faible prise de poids puisqu'il n'arrive pas à drainer le sein comme il le faudrait puisque sa lèvre est trop serrée, trop tendue, il n'arrive pas à la retrousser. Donc l'ouverture de bouche n'est pas forcément la meilleure possible. Donc ça peut être des soucis multiples. Les freins peuvent être aussi des tensions créées au niveau facial et au niveau crânien qui peuvent engendrer des pleurs. Donc les tensions, quand tu veux dire les tensions faciales, ça veut dire que le frein de lèvre peut tirer sur toutes les structures de visage et la tête, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc après une frénétomie, en général, une petite thérapie crânienne est à envisager avec un ostéopathe pour essayer de vérifier les tensions post-opération et dénouer un petit peu tout ça. Ok, donc la frénotomie, c'est pas fait par un ostéopathe. Non, la frénétomie est faite par un ORL ou un stomatologue. Enfin voilà, tous les gens qui s'occupent au niveau facial et buccal. Ok, c'est fait sous anesthésie générale? Alors la plupart du temps, l'anesthésie générale est préconisée. Cependant, c'est encore peu répandu en France, mais une anesthésie locale est possible. Ah, ah. Et même Oui, chez le grand enfant. même pour les grands enfants, d'accord. Voilà. Et quand tu avais fait faire ton enfant, c'était sous anesthésie générale ou locale? C'était sous anesthésie locale. Ah, ok. Et il avait quel âge? Donc il avait 16 mois et j'ai dû faire le déplacement de ma Bretagne sur Paris pour trouver un professionnel à l'écoute de mon souhait, de le faire sans opération, sans anesthésie générale, pour une opération qui finalement n'a duré que 2 minutes avec une crème anesthésiante puisque le frein ne nécessitait pas une injection dans celui-ci de produits anesthésiants. Mais c'est possible, il y a plusieurs types d'opérations sous anesthésie locale à envisager, sachant qu'il y a le gaz hilarant, voilà comme dans tous les hôpitaux, et puis il y a divers voilà, il y a des produits aussi, donc anesthésiant local à mettre sur le frein, mais aussi voilà des petits décontractants avant l'opération pour que l'enfant soit un petit peu moins remuant s'il est un peu plus grand. Ah oui, parce que il va se débattre, j'imagine. Pas forcément parce que c'est tellement rapide qu'ils n'ont pas le temps de se débattre. Maintenant, Ah je m'en bon? rends compte l'ayant passé, mais c'est vrai que par précaution pour éviter voilà un enfant qui se débat trop, j'imagine. Et le laser c'est quand même quelque chose de précis. Il faudrait pas ça bouge de trop. Ah, ah. Donc il a eu un petit calmant, une goutte à prendre 1 heure et demie avant l'opération. Ok. Et donc l'ORL a passé un laser à travers le frein jusque le frein s'est relâché, c'est ça? Ou c'est ouvert? C'est ça? Voilà, c'est ça, c'est bien ça. Ça a saigné? Non, parce que du coup, c'est fait au laser, donc la cautérisation de la plaie est immédiate. Il n'y a pas de saignement. C'est un des grands avantages du laser, puisqu'il existe une autre méthode qui se passe au ciseau. Mhm. Cette méthode est un petit peu ancienne et encore très répandue. Malheureusement, elle a beaucoup d'inconvénients, tels que les saignements pendant l'opération, post-opératoire, et avec un rattachement de la plaie très souvent visible. Voilà, les plaies ont tendance à beaucoup plus se raccrocher avec cette méthode, alors que le laser, voilà, c'est une section immédiate sans saignement. Ça est apparemment beaucoup moins douloureux et dans les suites post-opératoires beaucoup plus favorables pour l'enfant également pour son confort personnel, sa douleur et le rattachement des plaies beaucoup plus minime. Ah ah. Et est-ce que tu as l'impression que ton enfant a souffert post-frénotomie? Post-frénotomie, non, il n'a pas eu du tout d'antidouleur. Il a juste eu un petit gonflement de la lèvre supérieure. Il Mhm. a mangé l'heure d'après. Il a mangé des glaces, des clémentines, voilà, des choses très acides. Il a mangé de tout l'heure d'après. Il ne s'est pas plaint, pas du tout, du tout, du tout, dans toutes les 15 jours qui ont suivi la frénétomie. Ah bon? T'as pas ressenti, il était pas ronchon Pas du tout. Cool. Ok, bah vive le laser. Ah, Voilà, donc génial.
Je ne peux pas comparer, je n'ai pas eu les deux, mais on va dire que oui, c'était une grande avancée pour un enfant et je pense qu'on devrait beaucoup plus entendre parler de cette méthode pour le confort de tout le monde, sachant qu'il a tété 10 minutes après l'opération, donc pas de séparation avec la maman. Pour un enfant, c'est tellement appréciable et tellement favorable à la guérison, ou du moins à la réassurance de l'enfant après cet acte, que d'envisager avoir pu faire cette opération sous anesthésie générale dans ma région tout simplement parce que je n'avais pas le choix. C'est quelque chose qui m'insupporte d'envisager toutes ces mamans qui passent par là. Ok, donc tu veux dire que le frénotomie au laser s'est passé avec toi? Voilà, il était sur moi. Il est resté assis sur toi? Voilà, c'est ça. Cool. Donc c'était dans un cabinet personnel, pas en hôpital, pas en clinique, donc quelque chose de très cocon, pas effrayant pour l'enfant. Donc l'enfant est resté assis sur mes genoux et l'opération a duré même pas 1 minute. Vraiment, c'était quelque chose de très très facile. Ok, dans un cabinet privé ORL, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc comme si on allait chez le dentiste, une table identique, un siège allongé. Wow. Et donc ça veut dire que tu n'as pas pu trouver d'ORL qui utilise le laser dans ta région, dans le 56? J'ai trouvé des ORL utilisant des lasers dans ma région, mais refusant de le faire déjà chez mon enfant puisqu'il était selon eux trop âgé, les freins se coupant souvent pour la naissance, enfin après la naissance chez le jeune enfant. Chez un enfant de 16 à 18 mois, c'était déjà trop tard selon eux. Il était préférable d'attendre 6-7 ans. Et si vraiment je voulais le faire, on pouvait le faire sous conséquence de le faire en anesthésie générale dans la clinique où ils exerçaient. Ah ah, Et je ok. me suis déplacée, j'ai appelé aussi en limitrophe dans la région qui a un pôle maxillofacial près de chez moi Mhm. et ils n'utilisent pas le laser également. Ah, donc soit ils utilisent pas laser, soit ils utilisent laser mais ils veulent pas le faire sur un enfant en dessous de 7 ans Voilà, et sans surtout, anesthésie voilà. générale. Et dans tous les cas, ici, on m'a proposé une anesthésie générale. Il n'y en a pas pas un seul qui a accepté sans anesthésie générale. Ah oui. Ah, ok. Ah, je comprends. D'accord. Que sont des raisons qui t'a donné le besoin, pour lesquelles tu sentais que tu avais besoin de faire une frénotomie? Tout simplement pour le confort dentaire de mon petit, principalement, parce que voilà, ses dents à l'apparition étaient très écartées, ont commencé à vriller, donc à se déplacer. Donc c'était quelque chose, je pense, qui aurait pu être handicapant pour lui plus tard, et son frein était quand même très très serré. Sa lèvre ne se retroussait pas, et avec l'apparition des dents, j'ai commencé à avoir des plus grandes souffrances au niveau des seins lors des tétés, avec la marque des dents bien imprégnée dans mon mamelon. Donc c'était quelque chose d'inconfortable. Et puis un Donc, petit il y avait l'enfant, il avait les dents écartées et le lèvre qui ne se retroussait pas. Mais est-ce qu'il souffrait des douleurs particulières? de douleur, non, je ne pense pas. Lui, peut-être des tensions inconnues, puisque Oui, finalement, oui, voilà, les tensions sûrement dans les crânes dont on se rend pas compte quand on vit tous les jours avec, je suppose, n'est-ce voilà, pas? c'est des tensions sur que voilà qu'on ne pense pas et qu'on ne remarque pas. La seule remarque que je peux faire suite à la frénétomie, c'est que mon petit fait ses nuits quasiment. Il n'y a plus qu'un réveil par nuit au lieu de 4 ou 5. C'est quelque chose d'avantageux pour lui et pour nous. Je pense qu'il avait peut-être des tensions méconnues. C'est un enfant beaucoup plus calme finalement que je retrouve, moins sur les nerfs Intéressant. et qui dort mieux. Donc, il dort mieux et il est beaucoup plus calme depuis une simple frénotomie avec anesthésie locale, enfin topique, finalement, avec une crème, au laser, c'est ça? Voilà, c'est bien cela. En cabinet qui a duré 1 minute, moins d'1 minute. Moins d'1 minute. Wow, impressionnant. Ok, et toi, tu souffrais des douleurs d'allaitement, c'est ça? Voilà, donc je n'avais pas eu jusque-là puisque du coup j'avais la chance d'avoir allaité ma grande fille jusqu'à l'accouchement, ce qui a fait que ma montée de lait était beaucoup plus rapide, l'arrivée de lait également. Ma production est très très bonne, surtout avec un co-allaitement, c'est-à-dire 2 enfants au sein. Donc, il a pu cacher, en fait, le fait que tu allaitais déjà et que tu avais une bonne production dès le départ grâce au co-allaitement, a pu cacher le fait qu'il souffrait des autres symptômes de ce fameux frein serré, c'est ça? C'est ça, tout simplement, puisque du coup, ma forte lactation a peut-être compensé une succion un peu difficile, un peu plus faible, qui faisait que mon bébé drainait moins bien le sein, recevait moins de lait et aurait pu prendre très peu de poids. Mais ma bonne lactation avec des jets de lait a peut-être fait que sa succion n'était pas forcément nécessaire pour obtenir beaucoup de lait et il a continué à prendre plus d'1,5 kg par mois. J'ai eu une petite baisse de prise de poids à partir de 5-6 mois où la prise a bien ralenti, c'était quand même différent d'avant. Et Attends, est-ce que ta fille t'était encore quand il non, avait voilà. Elle avait arrêté des tétés, c'est Elle ça? avait arrêté. Elle a arrêté, il avait 2-3 mois. 2 mois. Ah, ok. Et donc, vers cet âge-là, afin d'entretenir la production lactée, il fallait une succion correcte.
Il fallait une succion correcte pour bien drainer le sein et stimuler. Mais il a eu la chance également, je pense, que je fasse partie du lactarium. Donc, je donnais mon lait au lactarium, ce qui fait que quand ma fille a cessé de téter, j'ai pris les tétés qu'elle avait encore pour faire des tétés fictifs que je donnais au lactarium. Avec un tire-lait, tu veux dire? Avec un tire-lait, tout simplement. Ah, ok. Donc lui, il bénéficiait de cette production quasiment automatique, Voilà. stimulée par la grande sœur et ensuite par un tire-lait, j'imagine électrique. Voilà. Ok, ça. donc un tire-lait bien efficace. Et soudain, à l'âge de 6 mois, le poids a stagné ou son prise de poids a arrêté d'être aussi bien. Voilà, il a un petit peu diminué. La prise de poids diminue de toute façon, mais là, ça ressortait un petit peu plus, voilà, la courbe un petit peu en dessous. Ah, donc sa propre courbe baissait. Oui, un petit peu. C'était pas quelque chose, mais c'est quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille, voilà, chez Okay. mon enfant. Et puis, à force de recevoir les revues Les League, d'en entendre parler, je me suis renseignée. J'ai pensé à retrousser la lèvre. Ouais. Et à mon grand étonnement, oui, parce que moi, j'ai un frein moi-même serré. Et je l'ai toujours senti sur ma lèvre supérieure. En étant adulte et au biberon, je n'ai jamais eu de soucis auparavant, forcément. Ouais, on et voilà, un jour, le déclic s'est fait et il était vraiment important de vérifier celui de mon enfant. Ok. Donc il y avait ça dans l'héritage aussi. Il y a ça dans l'héritage et du coup j'ai eu une réunion à l'hôpital avec un ORL qui m'a confirmé vraiment l'importance de faire le frein et cet ORL était même très favorable à le faire rapidement alors que pourtant c'est un ORL qui est souvent dans l'optique d'attendre 6 ou 7 ans que les dents soient là. Mais le type de frein de mon bébé nécessitait selon elle une section rapide mais bien sûr sous anesthésie générale selon elle. Ah, ok. Donc elle voulait le faire rapidement mais sous anesthésie générale, d'accord. Voilà, mais elle a confirmé l'importance de ce frein. D'accord. Ok, mais c'est bien, tu as eu la confirmation, ça c'est, ok, super. Donc tu savais, tu étais sûr, tout ce que tu soupçonnais, la douleur, l'absence de retroussement de lait, le stagnation de prise de poids, ok, ça a été confirmé, c'est... Voilà, donc je m'estime heureuse, c'est pas un cas grave, c'était pas voilà, l'allaitement aurait pu très bien se dérouler dans le temps, etc. Ce n'était pas un cas important comme j'ai pu voir auprès des mamans avec des crevasses sur plusieurs centimètres, des grosses douleurs, des mises au sein, des prises de poids très très faibles, quasi inexistantes parfois, puisque des fois le frein de langue étant souvent plus indicateur et plus difficile dans la prise de poids. Donc selon les types de freins, j'ai eu des mamans vraiment en souffrance dans cette bataille qu'elles doivent mener pour trouver un professionnel à l'écoute, pour réussir à comprendre pourquoi leur petit voilà, soit souffre, soit ne prend pas de poids, est-ce que leur allaitement est bon, est-ce que la lactation est bonne. Donc c'est une bataille qui épuise les mamans et que je comprends puisque je l'ai vécu et c'est quelque chose que malheureusement je peux pas aider beaucoup plus puisque dans la région il n'y a pas beaucoup d'écoute au niveau des professionnels. Parce qu'en tant qu'animatrice, on peut pas diagnostiquer, évidemment, on peut pas poser un diagnostic et on peut pas donner des conseils pour les actes médicaux. Ah non, du tout, nous on redirige vers les ORL pour avoir un avis de leur part, c'est eux les professionnels au niveau buccal et des freins. Donc c'est une piste à envisager que l'on soumet aux mamans et après voilà, c'est à elles de disposer du professionnel. Malheureusement les freins c'est quelque chose que même les professionnels sont encore peu formés et informés à ce sujet sur l'importance des freins dans l'allaitement. Super, merci beaucoup pour ce partage, c'est merveilleux, merci. Y a-t-il un parcours d'allaitement qui t'a particulièrement touché? Je me souviens d'une maman récemment qui m'a appelée pour une tumeur bénigne qui avait été décelée pendant sa grossesse et qui du coup provoquait des petites douleurs pendant l'allaitement de son bébé qui avait quelques mois. Une tumeur dans le sein? Voilà, une tumeur dans le sein juste derrière le mamelon, ce qui lui provoquait du coup des douleurs puisque cette tumeur continuait de grossir et son bébé arrivait près des 3-4 mois quand elle m'a appelée en pleurs en pensant devoir arrêter bien sûr. Le chirurgien avait été à l'écoute très favorable, mais cette maman pensait ne plus avoir de lait, que la pause serait voilà, préjudiciable à son allaitement, que l'arrêt pendant quelques jours, pendant quelques semaines serait difficile. Et j'ai eu une maman l'arrêt pour se faire opérer, pour enlever la tumeur, je suppose. Voilà, c'est ça. Okay. Donc l'arrêt post-opératoire, tout simplement, puisque le sein serait douloureux quelques jours. Et elle ne savait pas vraiment combien de temps durerait cette pause. Et elle cherchait vraiment des informations, tout simplement parce que son mari lui avait dit appelle-les. Peut-être qu'il existe quelque chose que tu ne connais pas. Et cette maman l'a fait. Et je l'ai eu en pleurs et elle est repartie avec un sourire immense derrière son téléphone. On le ressentait tellement bien.
Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Et cette maman, du coup, j'ai pu lui transmettre toutes les informations sur les anesthésies, le parcours, aussi l'opération, comment se passe la reconstruction, l'ouverture du sein, est-ce que ça va entacher les canaux lactifères, est-ce Ouais. qu'elle va en pâtir par la suite. Oui. Donc c'est quelque chose que nous avons pu chercher, évoluer ensemble. Elle a pu transmettre tout ça à son chirurgien qui a été très, très, très ouvert, à l'écoute de son projet d'allaitement, qui a revu tout ça avec elle, qui a écouté tout ça, puisque du coup, cette maman avait tellement mal qu'elle a décidé de dater son opération et l'avancer d'un mois. Ah Quelque ouais. chose qu'elle n'aurait pas fait sinon, puisqu'elle espérait allaiter minimum 6 mois, donc elle voulait tenir bon. Et avec toutes ces informations, elle a décidé d'avancer l'opération et de se libérer de ce poids. Chose qui est faite maintenant, je l'ai eu il y a quelques jours au téléphone. Oui. L'opération s'est très bien déroulée, et 15 jours après, la remise au teint était possible avec très 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 peu de douleur. Ok, fabuleux, fabuleux. C'est un parcours fabuleux avec une maman courageuse. Tous les jours, j'ai des mamans qui m'appellent, c'est des Wonder Woman. Enfin, on a des mamans très très courageuses à l'écoute du petit, de leur envie. Enfin voilà, c'est quelque chose de magnifique et très touchant. Et cette maman, voilà, c'est une maman courage. Et elle pensait pas allaiter si tôt. Elle a réallaité. Elle a commencé 7 jours après l'opération, en ayant peur des douleurs forcément. Eh ben Et oui. ça tout s'est très 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 bien passé avec très peu de douleur et ça a été vraiment un miracle pour elle, qui du coup va relancer la production sur ce sein puisqu'il y a une petite baisse de lactation forcément. Donc, elle n'a pas pu entretenir la lactation avec un tire-lait ou quelque chose? Ou Alors elle n'a pas voulu? Peut-être ça aurait fait mal. elle aurait pu, mais elle avait vraiment beaucoup de douleur avec la succion du tire-lait qui Ok. était beaucoup plus automatique et aspirante. Ouais. Donc elle a préféré la remise au sein avec son bébé. Ok. Donc pour relancer la lactation de ce sein qui a un petit peu diminué avec la pause d'une semaine, 15 jours. Et puis de toute façon, voilà, le bébé le tète un petit peu moins ces derniers temps. De toute façon, l'autre sein ayant pris la relève lactée. Donc, Ouais. elle tire le lait du sein qui n'a pas eu de dommages et se sert du dispositif d'aide à la lactation qui est un petit contenant délivrant le lait sur le téton grâce à un petit tuyau. Dispositif d'aide à l'allaitement, c'est d'aide à la lactation, c'est le récipient avec une sonde, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc une toute petite sonde de quelques millimètres de largeur que l'on met près du téton. Comme ça, quand bébé tète le sein, il aura le lait qui coule également de ce petit tuyau. Et c'était son propre lait qu'elle mettait dans le récipient ou du lait artificiel? Il aurait pu mettre les deux et son choix était de mettre son lait qu'elle avait préalablement tiré sur l'autre sein. De l'autre sein, ok. Et le sein qu'elle avait arrêté de stimuler, est-ce qu'il s'est pas engorgé? Et il ne s'est pas engorgé puisque c'était le sein qu'elle avait été opérée. L'autre sein a toujours été stimulé pendant tout ce temps. Du coup, après son opération, elle n'allaitait plus que sur un seul sein. Et le sein qui était opéré a repris la succion quelques temps après, petit à petit pour rehausser la lactation. Ok, donc une fois qu'elle avait arrêté de faire téter le sein douloureux, le sein affecté, ça ne s'est pas engorgé. Ça ne s'est pas engorgé, non. Je suppose parce que la lactation baissait avec la douleur. Enfin, il y a une raison pour laquelle il s'est pas engorgé avec un arrêt soudain comme ça. Peut-être l'opération, le stress de l'opération, je ne sais pas. Il y a eu quelques canaux de sectionnés, je pense, pour enlever la tumeur également. Ah, peut-être, ouais. Ok, donc pas d'engorgement sur le sein affecté. Non. Par contre, 7 jours après, il refonctionne, un sein qui travaille, un sein qui marche, qui fonctionne, Et surtout sans douleur, voilà. qui lacte. Voilà, c'est ça. Et sans douleur. Fabuleux. Superbe. Et pourtant, la cicatrice étant juste au-dessus du téton sur l'aréole, mais aucune douleur. Juste au-dessus du téton, sur le contour de l'aréole? Au-dessus de l'aréole, voilà, c'est ça. Ah, comme pour une augmentation mammaire. C'est ça. Fabuleux. Ah, merci. As-tu une anecdote d'allaitement à nous raconter? Non, pas particulièrement. Toutes ces mamans qui m'appellent pour des relactations, je trouve ça formidable de se battre contre ses regrets pour finalement finir sur une touche de plaisir, de bonheur pour les deux côtés, avec des relactations. Hier, j'ai encore eu une question d'une maman qui me demandait une relactation après un mois de pause. Voilà, et elle avait dû avoir un parcours un petit peu compliqué avant. Et puis voilà, elle souhaite relancer tout ça et c'est surtout le courage de toutes ces mamans pour diverses raisons de se battre, à chercher l'information puisqu'on doit se battre en tant que maman tout le temps, mais encore plus pour finalement avoir le droit à l'information et d'avoir les bonnes informations et ne pas du tout voilà de faire un choix éclairé et informé comme on le souhaite. Et c'est toutes ces batailles, ces femmes toutes aussi courageuses les unes que les autres. C'est impressionnant.
Est-ce que tu as une idée de pourquoi on doit se battre pour réussir un allaitement? Puisque je pense que ça s'est perdu dans la société. C'est quelque chose qui n'est plus forcément vu visuellement, qui n'est une méconnaissance des rythmes du bébé allaité, puisqu'on se calque très facilement sur les rythmes des bébés au biberon, donc au lait artificiel. Donc la méconnaissance des rythmes fait que même les médecins, voilà, pensent que 12 tétés par jour c'est trop, alors que l'OMS le conseille encore. L'OMS parle aussi d'un allaitement jusque 2 ans, et quand on évoque cela avec nos médecins généralistes, la plupart du temps, on nous répond, bah madame, on n'est pas en Afrique, mais on n'a pas besoin d'être en Afrique pour pouvoir donner le meilleur de son enfant, comme son projet le souhaite. Oui, parce que je suppose que les recommandations de l'OMS ne s'appliquent pas uniquement à certains pays et pas d'autres. Mais non, pas du tout. Mais c'est une méconnaissance de tout ça. Et puis voilà, tout s'est vraiment perdu. C'est tout à remettre en place, les rythmes, les méconnaissances, les idées reçues. Ne t'énerve pas, ton lait va tourner. On Ton peut lait pas. va tourner. Voilà, on ne peut pas allaiter pendant la grossesse. Enfin, voilà, c'est plein d'idées reçues que tout le monde a tout le temps. Et... Donc, il y a un minimum selon l'OMS, donc 6 mois exclusives et 2 ans de durée. Voilà, 6 mois exclusifs parce que après voilà se passe souvent la diversification, donc c'est en complément de la diversification. On n'est pas obligé d'arrêter l'allaitement parce qu'on diversifie. Le laitage humain étant le laitage par excellence pour le petit. Oui. Voilà, donc il se poursuit en parallèle de cette diversification, chose qui peut se poursuivre voilà bien au-delà et donc jusqu'à 2 ans et bien plus encore. Voilà, satisfaisant sous l'angle nutritionnel, parallèlement à la poursuite de l'allaitement jusque l'âge de 2 ans et au-delà, idéalement, il me semble que c'est écrit. Jusque 2 ans et au-delà. Donc, en fait, c'est pas un maximum. Ce n'est pas un maximum du tout. Ok, donc on peut allaiter au-delà de 2 ans. Bien sûr. Et est-ce que c'est toujours bénéfique pour l'enfant d'allaiter au-delà de 2 ans? Oui, on parle en fait d'une immaturité du système immunitaire et que l'enfant continue de téter voilà, c'est quelque chose de personnel à lui qui fait que son système immunitaire en aura peut-être besoin et le sevrage naturel permet d'optimiser la mise en place de son système immunitaire qui peut voilà prendre un petit peu plus de temps. Donc immaturité du système immunitaire, c'est-à-dire que le système immunitaire n'est pas mature jusqu'à quel âge, tu sais? Il me semble 5 à 7 ans. Entre 5 et 7 ans. Ah, ça fait du sens. Oui, oui, oui. Ok, donc nos systèmes immunitaires ne sont pas matures jusqu'à 6 ou 7 ans. Donc, le lait maternel apporte quelque chose de fondamental jusque au moins 2 ans, c'est ça? Voilà, jusqu'à temps qu'il soit mature, personnellement. Donc, ça peut apporter jusque les systèmes immunitaires deviennent matures. Ça peut apporter, ou ça apporte, le lait maternel apporte quelque chose d'important jusque la maturité du système immunitaire. Voilà, donc au niveau nutritionnel, voilà, c'est ça. Mais l'allaitement, c'est tellement bien plus qu'un aliment également, avec le contact physique, la réassurance, le partage avec la maman, c'est un lien vraiment non visible, mais tellement important. Il faut pas toujours penser au côté nutritionnel, qui est une part énorme, bien sûr, mais tout ce qui est à côté aussi pour la sécurité personnelle de l'enfant et sa création de base personnelle pour l'avenir, c'est quelque chose d'important. Ok. Et donc, j'imagine dans la même logique de déduction, les systèmes immunitaires humains ne connaissent pas de frontières. Non, non, non. Et n'ont pas de passeport. Non plus. Donc la France peut se calquer sur cela. Ok. Donc les systèmes immunitaires des êtres humains n'ont pas forcément une nationalité. Voilà, donc on a tous la même création de système immunitaire et tous les bébés répondent à la même fabrication. Et je pense que voilà, l'immaturité est présente chez tout le monde, dans tout le monde. Ok, parfait. Merci beaucoup. Est-ce que tu auras des conseils à donner au public concernant l'allaitement? Alors non, pas du tout, puisque la Leche League, en tant qu'animatrice Leche League, voilà, on donne des informations et du soutien pour tous les parcours que l'on croise chaque jour, mais jamais de conseils, puisque c'est quelque chose que l'on laisse à la maman, c'est elle le maître de bord de son allaitement, de son parcours. Donc on lui fournit toutes les clés, toutes les cartes, et c'est à elle de prendre le dernier choix, ce qui s'appelle le choix éclairé, en fournissant informations et soutien pour épauler son parcours, son choix et son parcours qui est personnel, voilà, qui représente vraiment sa vie de famille, sa parentalité et son choix avec son conjoint. Donc on ne donne pas de conseils, il n'y a pas de conseils plus importants que l'un que l'autre. On fait ce qu'on peut avec ce que l'on a et les cartes s'appliquent vraiment à notre mode familial et ça c'est tellement aléatoire d'un couple ou d'une famille à une autre qu'on est juste vraiment là pour épauler dans tout ce parcours avec soutien et information. Super. Donc la Leche League ne donne pas de conseils. Pas de conseils. Excellent.
Merci beaucoup. On ne peut pas conseiller, voilà, en influençant le choix de la maman, puisqu'un conseil influence toujours un petit peu le choix, et on ne peut pas non plus, un conseil met la maman en position de détresse, puisque peut-être elle le mettra en place finalement à contre-cœur. Je pense que l'important c'est d'être informée sur tout ce qu'elle recherche. Voilà, si elle a un tel sujet et qu'on lui fournit toutes les cartes possibles, elle choisira c'est la carte qui s'applique le mieux dans son mode familial et celle qui bouleversera le moins sa famille et qu'elle le fera le moins à contre-cœur. Et c'est ce qui importe, puisque l'important d'être maman, c'est de faire les choix que l'on pense meilleurs pour son enfant. Et ça, c'est bien l'amour d'une maman. Super, merci. Ben, merci beaucoup, Julie, d'avoir partagé tout ton parcours et ton expérience dans l'allaitement maternel et ton expérience en soutien des mamans dans leur allaitement. Je te remercie beaucoup de fond de mon cœur d'avoir partagé tout ça. C'est vraiment très généreuse de ta part. Merci beaucoup. Merci beaucoup Charlotte d'avoir permis de ce petit créneau horaire pour mieux faire connaître l'allaitement et notre association qui nous tient vraiment à cœur pour partager encore plus de soutien avec ces mamans et surtout épauler encore plus de parcours pour que chaque parcours soit à l'image de la maman et constater du moins de regrets, moins d'échecs à contre-cœur, vraiment quelque chose de difficile dans la vie d'une femme. Où est-ce que une maman peut trouver la Leche League alors? Alors pour trouver la J-League, voilà, tout simplement en mairie. Parfois, il suffit de demander la liste des associations locales et la mairie peut fournir cette liste, ce qui pourra peut-être trouver une association dans votre village ou pas très loin. Sinon, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet donc lll.org qui permet enfin lllfrance.org d'ailleurs, je pense, qui permet de trouver la carte des animatrices de France. Donc vous pouvez cliquer sur votre région et trouver tous les groupes près de chez vous. Si jamais vous n'avez pas d'animatrice dans votre région, n'hésitez pas à regarder dans les régions limitrophes, donc autour de chez vous. Qui seront également très heureuses de répondre à vos questions par un coup de fil ou un email, puisque l'animatrice est libre de mettre tout ça en public sur le site internet, donc vous pouvez avoir ses coordonnées et prendre contact avec elle par la suite. Et en cas de non-réponse, si c'est une réponse urgente ou voilà quelque chose qui vous tient vraiment à cœur rapidement, de prendre le numéro du répondeur national qui est inscrit juste au-dessus de cette carte de France, qui permet de joindre des animatrices de permanence. Donc c'est des animatrices qui ont décidé d'être disponibles dans le créneau horaire indiqué au téléphone dans ce répondeur, qui vous permet de vous rediriger vers l'animatrice actuellement de permanence et lui poser vos questions voilà, urgentes ou moins urgentes. Également, si jamais le répondeur était un petit peu occupé, puisque nous avons énormément de demandes par jour, n'hésitez pas à vous tourner vers la page Facebook, voilà, qui est un groupe privé qui permet de poser des questions en attente de validation et dès que nous pouvons, nous répondons à vos questions aussi vite que possible du moins. Super. Merci beaucoup, Julie.